Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour notre dernière journée de la semaine. Nous sommes vendredi, donc nous avons passé la semaine avec Christian Dorsan qui est venu nous parler de ses deux derniers livres, celui de nous deux qui parle le premier et Boutique Hôtel, donc chez Vibration Édition. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Donc c'est déjà presque la fin. Hein. Hélas. Bon, il y en aura d'autres. Ah, j'espère, oui. Parce que vous n'êtes quand même pas, ce ne sont pas vos deux premiers livres. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a d'autres avant, oui, tout à fait. Une série de polars. Et en plus, vous écrivez du polar, voilà. Toujours sous le même nom ? Toujours sous le même nom, mais chez un autre éditeur. D'accord. Donc l'écriture chez vous est devenue obsessionnelle. Pour certains passionnelle. membres de ma famille. Donc ce que je voulais dire, c'est valable pour vos deux livres d'ailleurs. Donc vous avez construit ces deux récits autour de chapitres qui sont très courts, qui font parfois une page, voire 2 pages, maximum 3, mais c'est quand même plus facilement une page et 2 pages. Et je trouve que ça donne vraiment un rythme, ça embarque le lecteur dans l'histoire et ça donne un rythme à la lecture. Une fois qu'on a commencé la première page, on est happé et on va jusqu'au bout. Les petits formats de chapitres, effectivement, sont très intéressants parce que déjà, ça nous permet de faire une écriture dense sur ces chapitres-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de mettre toujours une phrase qui va permettre au lecteur d'avoir envie de lire le chapitre suivant. Voilà, donc les formats courts, je pense qu'aujourd'hui, le lecteur est... J'allais dire formaté, non, est habitué à ce genre de choses. On peut pas... la concentration, aujourd'hui, est minime par rapport à la concentration d'avant. Et on fait des formats courts de chapitres pour pas perdre le lecteur, finalement. Voilà. Donc ça demande un travail, j'imagine, un peu plus... une écriture un peu plus travaillée, finalement. Plus travaillée et disons, on va aller à l'essentiel. Voilà, ne pas se perdre. Parce que vos deux récits sont assez courts, ils font une centaine de pages. Et c'est vrai qu'avec un rythme de lecture, comme vous nous avez amené finalement par cette construction, on les dévore vos livres, quoi, finalement. Non, mais ça participe. D'avoir des chapitres courts comme ça. Avec Boutique Hôtel, c'était un petit peu ce qu'on avait décidé avec Jean-Marc Collet. Donc j'ai retravaillé avec lui. Votre éditeur. Mon éditeur, oui, tout à fait. On avait retravaillé le manuscrit et c'est vrai que ça a été une des composantes de notre travail ensemble. C'est-à-dire, d'un seul coup, il faut être directement dans l'action. Et il faut avoir un rythme pour que le lecteur puisse être accroché. Voilà. Je me souviens très bien, j'ai retravaillé plusieurs fois le début, parce qu'un auteur écrit très souvent. On retravaille énormément les chapitres. Mais le début a été retravaillé plusieurs fois pour que il faut être dans une ambiance tout de suite, dans un univers tout de suite, pour que le lecteur ne se sente pas perdu. Voilà. Et donc le fait aussi de faire des chapitres courts, eh bien, oui, ça suscite l'envie d'aller voir le chapitre d'après pour le lecteur. Oui, c'est ça, on est happé par l'histoire parce que bon, il y a aussi vos personnages sont attachants. Bon, je dirais même par exemple dans Boutique Hôtel, je ne sais pas comment vous faites, hein, mais un personnage comme Aboyeur qui rentre pas sous son plus beau jour dans l'histoire, on n'est plus tout à fait disposé de la même façon à la fin de l'histoire. Je trouve que on peut lui trouver des circonstances atténuantes à cet Aboyeur, finalement. Ah oui. Mais je pense que d'une manière générale, personne n'est vraiment... Et c'était pas gagné.
personne n'est vraiment mauvais dans la vie. Voilà, je crois que c'est Einstein qui disait que le noir absolu n'existe pas. C'est un manque de lumière, tout simplement. Donc je crois que chaque être humain a une part de lumière qui est peut-être plus intense chez les uns, moins intense chez les autres, mais en tout cas, on en a tous une. Et puis, je ne peux pas me résoudre à penser que quelqu'un est franchement mauvais, vraiment, de tout au tout. Voilà. Donc, Aboyeur. Mais Aboyeur, juste pour la petite anecdote, il existe. Je l'ai rencontré. Et quand j'ai vu ce personnage-là, j'étais dans un salon et c'était quelqu'un qui... Romanesque à souhait. Qui était absolument imbuvable. Et j'ai pris des notes parce que je le trouvais... Je me souviens très bien, j'ai pris mon stylo, puis d'un seul coup, je le regardais faire dans le salon, et j'ai pris 2-3 notes comme ça. J'ai dit, mais celui-ci, on ne peut pas le lâcher comme ça. Et il existe vraiment. Et quand je le croise de temps en temps, je me dis, s'il savait... Bon, on m'a dit un jour que c'était pas forcément bien d'être ami d'un auteur parce que on pouvait à tout moment se retrouver dans un de ses livres. Alors oui et non. Oui, parce qu'on a besoin, les autres sont un support incroyable pour pouvoir donc démarrer des histoires. Et non, il n'y a rien à craindre parce que moi je trouve que je vais aller chercher de ce qui est le meilleur comme le pire en moi pour pouvoir donc écrire en introspection. Ex, à qui on va trouver des raisons épouvantables de le détester, eh bien, ça a été une partie de moi à une époque. Voilà. J'en ai aucune vous gloire. prenez même pas les plus beaux rôles. Ah ben non, pourquoi ? Non. Explorer une vie, c'est explorer toutes les vies, comme on dit. Hein. Et toutes les facettes. Et toutes les facettes. Donc moi, j'ai eu cette facette abominable, oui, je le sais très bien, comme j'ai été dans le rôle du personnage principal qui se retrouve du jour au lendemain, seul, sans savoir quoi faire de sa vie. Mm-hmm. Voilà. Alors, j'ai pas été aboyeur. Non, ça, vous l'avez laissé à d'autres. Ça, je l'ai laissé à d'autres, mais effectivement, non, moi, je préfère les chercher chez moi, parce qu'au moins, c'est juste. Vous savez de quoi vous parlez. Voilà, je sais de quoi je parle, même si il y a un côté fictionnel, mais je trouve qu'on on ne triche pas quand on parle de soi-même, enfin, quand on a envie de parler pour tout le monde, voilà, tout simplement, oui. C'est vrai que ces histoires, déjà en ne mettant pas de prénom, peut-être que chacun de nous peut se retrouver dans un des personnages à un moment donné de sa vie, forcément, quoi. Oui, tout à fait. Et puis ça permet aussi aux personnes qui écrivent, c'est d'aller piocher chez les uns et chez les autres des petits comme ça, de picorer. Voilà. Et puis ensuite, ça fait à l'intérieur, ça fait une espèce de remue-ménage, et puis on va aller chercher chez nous ce qui va être de commun dans tout ce qu'on va picorer chez les autres. Donc au moins, c'est des points de départ, quoi. Oui, tout à fait. Après, l'imaginaire de l'auteur fait le reste. Tout à fait. Bon, après, il y a des personnages, bien évidemment, qu'on a envie de laisser comme ça, un petit peu sur la marge, sur le bord de côté, parce que c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que moi je veux réduire au minimum le nombre de personnages. Il ne faut pas se disperser. Voilà, tout simplement. Donc je préfère aller fouiller un personnage plutôt que d'en avoir 50 dans le livre et puis à un moment donné se perdre dans leur histoire. Oui, et à la fois, c'est grâce à tous ces personnages, parfois les situations sont tellement difficiles à vivre qu'il faut pas une seule personne dans notre entourage. Il en faut un certain nombre pour réussir à traverser ces épreuves, quoi. Oui. Il n'y en a jamais trop, finalement. Là, ils sont une vingtaine autour de lui, à peu près. Entre les... Après, il y en a très très peu qui jouent un rôle prédominant ou essentiel. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de plusieurs personnes pour pouvoir arriver à un moment donné à trouver qui en est, hein, finalement. Parce que et à nous faire avancer, quoi. Oui, parce que chaque personne va amener sa richesse aussi, va amener sa personnalité, son tempérament, et donc qui va... c'est quoi cette expression ? Sourire, c'est exiger le meilleur de l'autre. Eh bien, être avec quelqu'un, c'est aussi exiger de l'autre. Donc, effectivement, l'autre va exiger de nous une certaine facette qu'on ne pourra pas avoir avec machin, bidule chouette, enfin, etc. Donc, je crois que chacun amène quelque chose à nous-mêmes.
Voilà, C'est des petites pierres, en fait, des petites pierres à l'édifice. Mais même dans notre domaine amical, c'est vrai qu'on va plus parler de choses intimes à quelqu'un, et puis pas forcément à l'autre. On va peut-être exposer d'autres problèmes qui sont de l'ordre du quotidien, ou etc. Parce qu'on sait qu'il va avoir une oreille attentive, ou une expérience, où il va nous révéler quelque chose. Très, très souvent, moi, je choisis mes interlocuteurs. Après, si on veut avancer, c'est le meilleur moyen aussi. Oui, tout à fait. On peut pas tout. C'est pas qu'on peut pas tout dire à tout le monde, mais c'est que certaines personnes ne sont pas prêtes à tout entendre et puis à donner des conseils. Il y a des gens qu'il faut surtout fuir sur les conseils, surtout pas. Moi, je sais que dans mon entourage, je ne dirais pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Oui, sans doute, mais je n'irai jamais demander un conseil. Voilà. Et puis, en revanche, sur d'autres choses, de la complicité énorme, oui, là, j'apprécie leur présence. Alors, quand je disais que ces personnages-là, ils avaient tous un rôle plus ou moins important, c'est que même les résidents de boutique-hôtel, par exemple, ils vont participer à son évolution dans la distraction que ça lui apporte. Pendant le temps passe, alors c'est Becky qui dit, certes, le temps cicatrise les plaies, mais il faut aussi beaucoup de volonté. Elle le dit, donc, mais pendant qu'il est distrait par les autres résidents, le temps, il passe pendant ce temps-là aussi. Le temps, il passe. Et puis, comme vous disiez, effectivement, ça va aussi l'aider à comment ça s'appelle, à se transporter, donc se projeter sur les autres. C'est très important aussi, les autres. On ne vit pas seul, finalement. Hein. Ceux qui disent qu'ils vivent seuls et qu'ils sont très bien, je n'y crois pas trop. Les autres sont toujours un miroir de nous-mêmes. Et ce qu'on déteste chez les autres, c'est très souvent ce qu'on déteste chez soi. Voilà, c'est une évidence, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que cette distraction va lui permettre aussi de se construire, parce qu'il va voir il va prendre ce qu'il y a de bon et de moins bon. Et je repense effectivement aussi à ce vieux monsieur du couple bavard. Ça va aussi lui permettre de casser ses préjugés. Au départ, il n'a pas envie de parler avec eux parce qu'il a un cliché d'eux, il a une image d'eux qui n'est pas du tout celle qu'on va s'apercevoir tout au long de la narration. Oui, il est surprenant quand même, ce monsieur silencieux là. Il finit par... il parle peu, mais il parle bien. Oui, puis surtout sa femme parle pour lui. Donc c'est vrai qu'avec la femme qu'il a, il a du mal il doit avoir du mal à avoir le temps de parler. Et à la fois, il lui trouve plein d'excuses à sa femme. En fait, c'est dans tous ces portraits de personnages, en fait, on a des traits de caractère, des profils psychologiques qui permettent aussi de casser les préjugés qu'on peut avoir sur les apparences, Voilà, mais le mot est là, apparence, c'est-à-dire qu'on juge par rapport à des apparences, et finalement, quand on creuse un petit peu, quand on prend le temps aussi de donner un petit peu aux autres, eh bien, on s'aperçoit que dans toute personne, il y a quelque chose de bon à prendre, il y a une espèce de richesse, et peut-être que ce personnage-là s'aperçoit finalement au fur et à mesure de son séjour dans ce boutique-hôtel qu'il était égoïste, parce qu'il ne pensait qu'à lui, qu'à son état de victime, et finalement, je ne sais plus qui c'est qui le dit dans le livre, il dit, mais si tu ne donnes rien aux gens, personne ne va te donner quelque chose, et c'est vrai qu'il va prendre son temps, et ça va le transformer. Et je pense qu'après une rupture aussi comme ça, c'est... lui, en l'occurrence, il était très très centré sur son couple, et parfois d'être centré sur le couple empêche de voir les autres. Il était quand même très... Il est complètement obnubilé par son histoire, et celle des autres ne l'intéresse absolument pas. Et là, de se retrouver seul, il n'a plus le choix que d'aller à la rencontre des autres. Finalement, cette fuite... pour fuir le mariage de son ex, eh bien ça va être pour lui être au dos du mur, quoi, finalement. Il va se retrouver au pied du mur, pardon. Et il va se retrouver dans l'obligation d'affronter et de plus fuir. Voilà, c'est ça. D'affronter la vie. En fait, il voulait être tranquille, et puis finalement, il ne l'est pas du tout. Voilà. Il va être obligé d'aller affronter les autres, la vie, et de se réapproprier sa vie. Voilà. Il y a un mot qui est à la mode qui s'appelle résilience. Et ben voilà, je crois que ces jours, c'est une forme de résilience pour lui. En une semaine, on sent d'ailleurs, entre le début et la fin du livre,
il s'est passé quelque chose. Il est beaucoup plus apaisé, bien évidemment. Enfin, j'espère qu'en tout cas que les lecteurs trouveront dans cette narration-là, puis dans le questionnement aussi de mon personnage, et bien de quoi se nourrir si des fois ils ont aussi eux des questions. Oui, dans le premier c'est la même chose. Je trouve que c'est plein d'ouverture c'est cette exploration de toute une palette de sentiments, qui ouvre des portes aussi, quoi. On se dit, je l'espère. En tout cas, c'est fait pour ça. Moi, je veux pas quand on écrit des polars, c'est surtout sur la narration. On va se baser plutôt sur le côté narratif, une histoire, une enquête. Voilà. Il y a un début, il y a une fin, et puis tout va bien. Mais dans ce type de livre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Vibration et Jean-Marc Collet, parce qu'on va faire un travail différent. Et moi, c'est vraiment le travail que j'aime, en tout cas dans la littérature, enfin dans l'écriture. L'exploration de toutes les facettes, de toutes les situations dans lesquelles on peut être. Et c'est vrai qu'au début, on est avec une victime, et à la fin, on voit quelqu'un qui revient, et enfin, il revit, quoi. Enfin, il y a en passant par tout ce qu'il a vécu pendant une semaine. Tout à fait. Et nous avec. Et puis, il a envie. Voilà, l'envie avait disparu, et toute forme d'envie d'ailleurs, envie de bien se mettre dans son nouveau studio, envie de faire partie d'un groupe. L'instinct de vie est revenu. Voilà, quoi. Et là, tout à fait, il y a une espèce mais c'est même pas un instinct de survie, c'est d'un seul coup, il réalise qu'il a besoin de cette envie pour pouvoir continuer, voilà, et il a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il a beaucoup de travail à faire par la suite. Est-ce qu'il y aura une suite? Il est jeune, hein. Oui, il est jeune. Il a encore toute la vie devant lui, donc. En tous les cas, c'est vrai que c'est deux histoires qui peuvent un petit peu s'entrecroiser dans les questionnements. C'est quand même, ce sont des récits très très intimes pour les deux et qui explorent vraiment. Toute une palette d'émotions, de sentiments que l'on peut rencontrer, soit en période de rupture, soit en période d'introspection ou de remise en cause. Et ce sont des histoires vraiment qui m'ont happé. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre. Donc pour celui-ci, c'est Boutique Hôtel. Et pour le premier, donc celui de nous deux, qui parle le premier. Donc, merci Christian Dorsan. Merci Nathalie. De nous avoir accordé ce temps. Et puis, j'ai bon espoir de vous retrouver un jour sur nos ondes. Je l'espère également. Peut-être pour un prochain livre. Qui sait. Certainement pour un prochain livre. Vous êtes lancé maintenant depuis le temps que vous écrivez. Donc... On ne s'arrête pas en si bon chemin. Je le souhaite en tout cas. Oui. Votre éditeur vous a aussi alpagué, donc ça y est, c'est bon. C'est bon. J'espère en tout cas travailler le plus longtemps possible avec lui. Oui. D'accord. Merci, et puis j'espère à une prochaine fois. À bientôt, merci. Christian Dorsan, Boutique Hôtel. Je tourne en rond. Il y a toujours dans une semaine de vacances une journée en trop. Comme le verre de trop, un dessert de trop, 1 kilomètre parcouru de trop, un surpoids qui nous empêche de boutonner notre pantalon. J'ai ce surpoids ce matin. Je connais ce poids. Je commence à le connaître même par cœur. Et je m'ennuie. Et l'ordre d'aboyeur ne m'invite pas à passer une bonne journée. Je regagne ma chambre, je mets de l'ordre dans mes affaires, prends le livre que m'a offert Aix et je le repose aussi sec. Je sors sur la terrasse. Oh, j'ai des voisins. Salutations polies. Je rentre. J'allume la télé, zappe un maximum de chaînes, que des chaînes étrangères. Je tombe sur la météo de l'île. Soleil et vent. Tu parles d'un scoop ? C'est ce vent, je crois, qui rend les gens agressifs sur cette île. Ce courant d'air régulier et insistant qui tape sur le système. C'est décidé. Aujourd'hui, je reste à l'hôtel. Je souhaite une journée en immersion totale. Je veux me retenir prisonnier. Il y a cependant ce rendez-vous avec Béquille. Et si c'était un traquenard ? Je décide tout de même de prendre mes précautions.
Sur le papier à lettres de l'hôtel, je rédige un courrier dans lequel j'écris où je dois me rendre et l'identité de Becky et d'Aboyeur. Je note rapidement des éléments sur le meurtre de Bogos. Quand ils retrouveront mon corps, ils feront le lien entre les deux affaires. La police aura 2 enquêtes bouclées grâce à moi. Inutile de remercier, je serai déjà dans ma tombe. Où va-t-on m'enterrer d'ailleurs ? Pas sur cette île en tout cas. Je rajoute une ligne. Prévenir ex et remplaçant. Je note monsieur et madame. Petite bassesse qui ne fait sourire que moi. On a la vengeance qu'on mérite. Et veiller au rapatriement de ma dépouille. Je dérangerai ainsi leur lune de miel par la même occasion. Livre et serviette sous le bras, je suis décidée à rester au bord de la piscine. Les arrivées d'hier se sont appropriées les transats et ont redistribué la cartographie de ces derniers jours. Tulipia Julia a déplacé son transat à proximité de la terrasse de Brexit. Tourosi, il n'ose plus se mettre au soleil et préfère rester à l'ombre devant sa chambre qui s'ouvre sur la piscine. Bien sûr, notre Hollandaise joue les starlettes et lui demande sans arrêt de déplacer le parasol. Il s'exécute à grand renfort de sourires qui, eux, ne sont pas forcés. La bande de Français reste divisée. La fille solitaire aux lunettes noires a rallié à sa cause une partie du groupe. Et les discussions vont bon train. Petit complot entre amis. J'entends de loin qu'elle exige des excuses. J'entends le mot « intolérable », l'expression « je ne passerai pas sur ça, il va me le payer ». Je n'ai pas envie d'en entendre davantage. Cela me conforte dans l'idée que les bandes sont une problématique qui me dépasse. J'opte pour une place entre le maître nageur et le beau petit couple. Elle porte un t-shirt élégant aux manches longues. Lui est déjà torse nu, prêt à sauter dans l'eau. Je le détaille, caché derrière mes lunettes noires. Je me dis que plus tard, quand je serai grand, je serai comme lui. Et j'en ris tout seul. Quand je serai grand. C'est un jeu qui me revient en mémoire. Quand les fins de mois étaient difficiles, que le pater avait encore une fois oublié la pension, maman nous servait des petits déjeuners en guise de souper. Mes sœurs trouvaient l'idée originale et s'en amusaient. Maman se mettait en bout de table et le jeu pouvait commencer. Elle amorçait une phrase et nous devions la continuer. Souvent, elle commençait par « Quand je serai grand, je serai… » Les filles levaient le doigt comme à l'école et s'empressaient de jouer. Elle riait. Je n'ai jamais su si ma mère s'amusait aussi de ce jeu ou si elle faisait semblant pour être complice. Je m'amusais aussi ces soirs-là. Quand les filles commençaient à être un peu trop bruyantes, maman envoyait tout le monde au lit. Elle se levait en se massant le bas du dos, me demandait de ranger la table et de la préparer pour le lendemain matin. Elle dépliait le canapé-lit et m'embrassait sur le front. Souvent, elle me disait « Merci, mon grand », puis s'enfermait dans la salle de bain. J'allais alors dans ma chambre et maudissais le pater. J'aperçois Aboyeur qui traverse la pelouse pour se rendre au local technique. En regardant les nouveaux arrivants, je me demande si Aboyeur, la veille, réajuste le volume d'eau de la piscine. Suivant les pays d'origine des vacanciers, leur corpulence n'est pas la même. Le volume d'eau de la piscine risque, sous le poids de certains, de déborder. Je me dis que la direction de l'hôtel doit demander à Aboyeur de rajouter de l'eau ou d'en retirer pour ne pas avoir d'inondation autour de la piscine. Je poserais bien la question au maître nageur qui fait la police des transats. Mais je sais au fond de moi que c'est une question ridicule. Mais cela reste une bonne question. C'est le genre de question qui amusait les parents d'Aix et qui provoquait chez lui une exaspération manifeste. Il trouvait cette candeur assez touchante et enfantine pour confirmer que leur rejeton était un être intelligent. Plus intelligent que son petit camarade. Et qu'il méritait sans doute mieux. Mon premier déjeuner dominical chez eux fut un poulet rôti. Je revois la mère d'Aix avec des yeux gourmands. Son tablier du dimanche pour ne pas se salir en découpant ce fameux poulet. Chaque geste faisait sautiller de grosses boucles d'oreilles carmin. Et chacun de mes gestes était épié. Sa mère me demanda si je souhaitais le solilès. Je ne savais pas de quoi il s'agissait.
À la maison, j'avais droit aux ailes, les cuisses pour mes sœurs et le blanc pour ma mère. La carcasse était pour mon père, il la prenait à pleine main et le jus coulait le long de son menton. Mon ignorance les charma, et j'étais gênée par ma naïveté. Solilès n'était pas de mon monde, ni du poulet. Solilès sublimait le poulet rôti. La mère d'Aix souriait de mon ignorance en caressant son collier de fausses perles, comme si ne pas savoir ce qu'était un Solilès m'assimilait à un voleur de poules, tandis que cette connaissance les rendait différents. La honte au front, j'avais séduit une famille de la classe moyenne. Cela devait les rassurer, que leur fils vit avec quelqu'un qu'on le pourrait modeler. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.